quelqu'un a dit à mon frère, c'est ton ancêtre qui a remis les clés de Constantine à l'armée française en 1837. Parce que c'est mon ancêtre qui est sorti négocier la reddition de la ville. Et mon frère a eu cette réponse. Eh bien, la famille Ben Azouz a repris les clés de la ville de Constantine en 1962, puisque cette famille a énormément donné pour la Révolution. C'était quelque chose, et c'est quelque chose d'inoubliable pour un Algérien comme nous, avoir vécu la colonisation, avoir vécu la guerre de libération et avoir vécu l'indépendance. Pour moi, c'était inéluctable que ce pays soit indépendant. C'était sûr. Par contre, ce que je ne peux pas et que je n'excuserai jamais, c'est la manière dont on est arrivé. Un homme, quel qu'il soit, qui s'appelle De Gaulle, ou qui soit Dieu le Père, ne peut pas venir dire à des gens qu'il allait s'occuper d'eux, qu'il allait trouver des solutions, et en l'espace de même pas 24 mois, de mai 58 aux barricades 60, en l'espace, oui, à peu près de 18 mois, qu'il puisse changer d'opinion. Mais je crois que cet homme était assez intelligent pour savoir dès le départ qu'il allait renoncer à ce pourquoi il était venu. Et ça, pour moi, comme l'ensemble des Pieds Noirs, c'est pas possible. Mars 1962. Après 7 ans de guerre sanglante et de longues tractations, la France signe avec le FLN, le Front de Libération Nationale Algérien, les accords d'Évian. Cesser le feu et organiser un référendum d'autodétermination. Il portera sur l'indépendance de l'Algérie prévue dans la coopération avec la France, avec des garanties pour que le million d'Européens, installés là parfois depuis le 19e siècle, puissent rester. Pour assurer le retour à la paix et organiser le vote, l'Algérie sera conjointement dirigée par un haut commissaire de France, Christian Fouché, et un exécutif provisoire algéro-français présidé par un Algérien, Abderrahmane Farès. Le retour des chefs historiques du FLN, de leur gouvernement installé à Tunis et d'une partie de leur armée, ne sera autorisé qu'à la proclamation de l'indépendance. Mais depuis plus d'un an, l'OAS, organisation armée secrète créée par des extrémistes militaires et civils, lutte par les armes contre toute perspective d'une Algérie algérienne. Après le cessez-le-feu, elle n'aura de cesse de faire échouer le processus de paix. Héritiers de cette histoire, nous sommes allés à la rencontre de nos aînés afin qu'ils nous racontent ces quelques mois qui ont profondément bouleversé leur existence. La conclusion du cessez-le-feu en Algérie. Les dispositions adoptées pour que les populations y disposent de leur destin. La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante coopérant étroitement avec nous satisfont la raison de la France. Ah non. Non. Quand le grand con, il a parlé d'autodétermination, il a dit, putain, mais il est con, celui-là, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, autodétermination? On était chez nous, merde. Et il était fort, le dit, parce qu'il a fait ça sur 3 mois, hein. L'autodétermination au mois de mars, au mois de juillet, tout le monde dégagé, hein. Mais quand il a parlé son discours, quand il a parlé qu'il y allait y avoir un référendum, dit non mais il est con celui-là, mais on n'y croyait pas du tout. On pensait qu'il allait y avoir une solution, qu'on allait trouver une solution pour rester chez nous. On n'admettait pas qu'on puisse partir, c'était impensable. Mais c'était notre pays. Il s'agissait de notre pays. Et nous n'étions pas libres dans notre pays. Il y avait un pays qui nous a colonisés. Donc, c'était notre droit le plus absolu.
il fallait qu'on aboutisse à cela. Il fallait cela. Moi, à 14-15 ans, j'étais déjà engagé. J'étais déjà engagé dans la lutte de libération. Parce que je voyais l'injustice qui était tout autour du quartier où j'habitais, de notre quotidien. Donc, il n'y avait pas d'autre choix. Qu'est-ce que j'étais, moi, en Algérie? J'étais un Français musulman, je n'étais pas un Français. J'avais une carte d'identité avec la mention FM, Français musulman. Donc j'étais à part. Au lycée, on n'avait pas le droit d'avoir la première classe, la première place. On avait la deuxième, la troisième. Et j'en passe. Ça a été long. Ça a été long. On aurait tant aimé que ça soit plus court. Et qu'on se dise un jour, bon, eh bien, nous sommes indépendants. Nous sommes un État, comme n'importe quel État, et nous sommes libres dans le pays qui était le nôtre. L'OAS en est garant. Les Européens d'Algérie, comme les musulmans fidèles, sauront, quand cela leur sera demandé, faire face pour que l'Algérie demeure à jamais une terre d'expression française. L'OAS ne laissera jamais s'installer ici un exécutif, même provisoire, à plus forte raison un gouvernement indépendant, à jamais séparé de la France métropolitaine. Vive l'Algérie française, vive le général Salan, vive la France. Dans les villages, quand il y avait le FLN, en dernier, dans tous les villages, il y avait l'OS. C'est pas tout le monde qui avait le pistolet ou la grenade ou le plastique, mais tout le monde a participé. Tout le monde a participé ou financièrement ou rendre de service à la droite, à la gauche. Parce que c'était notre dernière défense, c'était notre dernier recours, c'était la dernière branche à laquelle on puisse se raccrocher. Parce que aussi bien parce qu'on parle des colons, mais il n'y en avait pas par rapport à la masse européenne des colons. Je ne sais pas ce que ça pouvait représenter comme pourcentage de population. Hein. Tous les autres, c'était tous des artisans ou des ouvriers ou des bureaucrates ou comme on dit, des petites gens sans que ce soit péjoratif. Et c'était ceux-là les plus virulents. C'est vrai que dans les dernières années, si vous voulez, après les barricades de 60, après le putsch de 61, là, on était tous très mobilisés. Très mobilisés, avec l'impression qu'on défendait notre précaré. Tout à fait, on défendait la France chez nous. On ne savait pas comment les choses allaient tourner de toute façon. Il y avait le cessez-le-feu, bon d'accord. Et puis on s'est dit, quand même, on va peut-être pouvoir rester, on va peut-être pouvoir organiser une vie à peu près normale. On vivait au jour le jour. On n'avait pas l'impression qu'il fallait partir très vite. Alger, c'était invivable. Pendant la période de l'OS, 60, 61, 62. C'était invivable. Il y avait les tirs de mortier des terrasses sur les quartiers indigènes, quartiers arabes. Il fallait se regrouper, on était là, pour échapper au quartier où il y avait l'OS, tout ça. C'était terrible. Quand on sortait dehors, on ne savait pas d'où ça pouvait venir. Hein. Au quartier où j'étais à ce moment-là, le quartier du Champ de Manœuvre, qui est aujourd'hui quartier du 1er mai, sous les arcades, là, c'était jonché de cadavres. Il fallait enjamber les cadavres. La rue des Colons, qui s'appelle maintenant rue des Libérés, c'était la même chose. C'était vraiment infernal. Je voyais de mon balcon, je voyais les scènes, les jeunes, des jeunes vraiment de 16 ans, 17 ans. Je voyais le manège, ils étaient assis devant au café qui faisait le rond-point. Dès qu'ils voyaient un musulman passer, ou une femme voilée,
il venait derrière et tirait une balle dans la nuque. C'était insupportable. C'était la mort. La mort, n'est plus si moins. Le référendum d'autodétermination se tiendra le 1er juillet. La priorité absolue des autorités françaises et algériennes est de préserver le processus de paix. Mais 5 jours après le cessez-le-feu, l'OAS se dresse contre l'armée française en occupant Bab el-Oued, un quartier populaire d'Alger où la population européenne lui est totalement acquise pour en faire une véritable place forte. L'OAS avait, après le 19 mars, lancé un ultimatum aux troupes françaises en disant « Vous avez jusqu'au 22 mars à 0 heure pour évacuer tous les quartiers qui vont de je ne sais plus quelle caserne, la caserne d'Orléans, etc., jusqu'à Bab el-Oued y compris. » Et c'est parce que les troupes françaises n'ont pas répondu, ont continué, que ce jour-là, le 22 mars, l'OAS avait décidé de prendre Bab el-Oued d'abord et ensuite de prendre un autre quartier au sud d'Alger. Je pense que c'était pour faire basculer l'armée française, hein, d'interdire donc ce quartier aux troupes françaises. Et pour ce faire, dans la nuit, ils avaient déversé donc de l'huile et des clous dans toutes les rues de Bab el-Oued, notamment dans le quartier où habitaient Jo et Francine. C'était sur les hauteurs donc de Bab el-Oued, un quartier qu'on appelait la Basseta, tout en pente. Et le père donc de Francine et de Jo a voulu aller le matin travailler normalement, puisque rien n'annonçait ce qui allait se passer. Et quand il est descendu et qu'il a vu que c'était couvert d'huile, de vidange et de clous, ben, il est remonté à la maison. 6 soldats du train des équipages ont été tués ce matin à Bab el-Oued dans ce que l'on peut appeler une embuscade. Et toute l'après-midi, des combats sporadiques se sont allumés ici ou là dans la ville, mais surtout dans le bastion pied noir qu'est Bab el-Oued. Un premier bilan tout officieux donne un total de 16 soldats tués et 43 blessés. Quant aux pertes civiles, elles sont inconnues mais ne doivent pas être négligeables si l'on considère la vigueur de la réaction de l'armée. Comme on était un peu presque à la fin de Bab el-Oued, donc on n'était pas trop au courant de ce qui se passait dans les rues d'en bas. Et puis, on entendait toujours des tirs et tout le monde préoccupé. Qu'est-ce qui se passe? Et où c'est? Alors un qui disait une chose, une autre, chacun racontait la sienne. Et puis, plus ça allait, on avait l'impression que ça se rapprochait. Nous, on était dans le couloir de la maison, dans le couloir, avec la dame d'à côté, et puis ma mère, et son mari, je ne sais pas s'il est avec nous peut-être, j'en sais rien. Et puis on entend des tirs, plus ça allait, plus c'était fort, et puis c'était prêt, et ça tirait de partout. Et on était dans le couloir, il y avait la dame, je ne sais pas comment elle s'appelait, je ne me rappelle plus, et puis tout d'un coup, j'ai senti une grande douleur qui m'a fait tomber par terre. Et ma mère qui crie « François, la petite !» Et elle s'est tournée vers la cuisine et elle l'a vu. J'étais comme ça et elle l'a vu allongée par terre. Elle a ouvert la porte d'entrée et elle a crié « Au secours, on a tué mon mari, Et maintenant, les soldats qui montaient dans les escaliers, criant, je sais pas quoi, je sais pas qu'est-ce qu'ils cherchaient. Je devais chercher quelqu'un, je sais pas. Les gens de l'OAS croyaient, comme les habitants de Bab el-Oued, que l'armée française
allaient se rallier à eux. Mais quand ils ont tué des contingents, en un seul jour, tout le contingent s'est retrouvé contre l'OS et contre les Pieds Noirs qui ne s'y attendaient pas. Il faut savoir quand même, pour la petite histoire, que ce quartier de Bab el-Oued, qui était passé entièrement du côté de l'Ouest, a été, dans les années après-guerre, un bastion du Parti communiste. Hein. Quand j'étais gamin, moi j'ai entendu chanter l'Internationale dans Bab el-Oued. Hein. Les grands-pères espagnols ou les grands-pères italiens, ils chantaient, ils levaient le poing. Et pourtant, c'est ce même quartier qui est devenu le fief de l'Ouest après, hein, c'est certain, hein, c'est certain. Samedi 24, Alger morne, pense ses plaies. Bilan officiel de la journée d'hier, 35 morts, 150 blessés. Mentalité de certains Algérois, c'est affreux, mais pourvu que ça continue, c'est notre chance de victoire. Le soir, plusieurs plastiques au bidonville proche du couvent. Oui, on était au courant de Bab el-Oued, mais là encore, on ne pouvait pas prendre un parti absolu pour les gens de Bab el-Oued, même s'ils étaient encerclés par la troupe et confinés dans Bab el-Oued, n'ayant pas de nourriture. Enfin, c'était tragique comme enfermement, dans une espèce de ghetto de Bab el-Oued, mais en même temps, nous savions que c'était l'OAS qui menait cela et qui cherchait la provocation. Choquée par la férocité de la répression, la population européenne d'Alger se mobilise pour ravitailler Bab el-Oued encerclé par l'armée française. L'OAS engage alors une nouvelle épreuve de force en appelant à une grande manifestation populaire pour briser le blocus du quartier. On affame 50 000 hommes, femmes, enfants, vieillards, pour briser leur volonté de demeurer français. La population entière du Grand Alger se portera ce lundi 26 mars, à partir de 15 h, au secours de Bab el-Oued, drapeau en tête, sans aucune arme. Nous démontrerons notre volonté unanime de demeurer français sur une terre française et de lutter jusqu'au bout contre l'oppression sanguinaire du pouvoir fasciste. J'étais en permission, je crois que j'étais encore à l'hôpital, mais libre de sortir dans la journée. Et je savais qu'il allait y avoir ce cortège, enfin ce cortège de 30 000 personnes, personne n'a jamais mesuré. Et puis, je me suis dit, bon, il va y avoir, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ils vont les freiner. Il était question de freiner les manifestants. Je monte donc sur la terrasse de l'immeuble de rue de Chanzy, mais qui donnait directement 20 mètres au-dessus de ce qui allait s'installer, là, 8 fusils mitrailleurs placés en face d'une étendue qu'on appelle le plateau des Glières, et où les gens arrivaient depuis la rue Michelet, qui était la rue Michelet, maintenant on dit Douche-Mourad, qui arrivaient comme ça, mais par petits groupes. En début d'après-midi, on apprend que la manifestation au plateau des Glières et vers Bab el-Oued est interdite. Au coin de la Poste et de la rue d'Isly, il y a un premier barrage tenu par une unité de tirailleurs et comprenant de nombreux musulmans. Un barrage qui s'ouvre. La foule passe. Plus loin, il y a un deuxième barrage. Entre les deux, la foule qui a peur. Les soldats ont peur aussi, visiblement. Un officier demande aux gens de partir. Nous avons ordre de tirer, dit-il. Mais la foule ne part pas. Il est 15 h environ quand soudain... Halte au feu, halte au feu. C'est stupide le halte au feu. Pendant 10 minutes, ils n'ont pas entendu le halte au feu. Ils se préoccupaient fort peu de ce qu'on leur disait. On leur avait dit de tirer. Hein, c'était une forme d'assassinat permis. L'armée française leur donnait cette curiosité de pouvoir assassiner allègrement des gens. Entre parenthèses, j'ai envie de faire comment dire, de revenir en arrière.
Il était manifestement décidé par De Gaulle et par le gouvernement de Paris de mettre en maintien de l'ordre, c'est ça l'assassinat, une unité qui ne serait pas composée par des hommes du contingent, mais qui était, je le savais pour une raison précise, c'est que j'avais été par intérim médecin chef de ce régiment qui était lui-même avec les fusils mitraillettes, j'avais été, et je savais que on enrôlait des gens qui étaient anciennement du FLN. Donc le 4e régiment de tirailleurs algérien, français, algérien, mais c'est de l'armée française, était composé de gens qui avaient été enrôlés quelques semaines ou quelques mois avant par l'armée française et qui étaient du FLN ou de toute autre couleur politique. Un peu dans le sens de ce que tu dis, c'est que le gouvernement français et ses représentants en Algérie étaient très embêtés par les manifestations françaises, pas l'OAS, les manifestations de civils. Et donc, après le 26 mars, il n'y a plus de manifestations. C'est-à-dire qu'ils ont dû faire le pari qu'en réprimant durement une manifestation, il n'y en aurait plus d'autres. Sûrement. Et ils ont gagné leur pari. Je fais une hypothèse, mais quand on sait la perversité des politiques, c'est très vraisemblable. Comme vous, je déplore ces morts d'hier, ces victimes innocentes, elles, poussées à la mort par des assassins. Aujourd'hui, où allez-vous? Que voulez-vous? Quelle que soit la force de votre opinion, de vos convictions, une chose est d'être partisan de l'Algérie française, chacun a le droit de l'être. Une autre est d'être un assassin, et personne n'a le droit de l'être. Une autre est d'être le complice des assassins, ou de les protéger, et cela non plus. Personne n'a le droit de l'être. Nous sommes sortis du camp, moi je suis sorti le 26 mars 1962, et le hasard, nous en sortait, l'OAS entrait. Il venait certainement de l'Algérois pour être interné là-bas. On était 5 de Constantine, on a pris la route ensemble, on nous a ramenés à Constantine. Et moi qui étais absent pendant plusieurs années de Constantine, ça faisait 6 ans, dire ma joie, je n'arriverai jamais à l'exprimer. C'est physique, c'est charnel, c'est psychologique, c'est tout ce qu'on veut. Et on se dit, enfin, c'est terminé. Bon, il se trouve qu'à l'Est, plus exactement à Constantine, il y a eu beaucoup moins de dégâts qu'à Alger et qu'à Oran. Est-ce parce que la population était moindre à Constantine? Est-ce qu'ils sont partis plus tôt? Est-ce que pas parce que Constantine était divisée? Quand l'OAS a commencé ses attentats, tous les Algériens qui habitaient les quartiers européens ont reflué vers la vieille ville. Donc les Européens se retrouvaient tout seuls dans le quartier. Et pour commettre des attentats, il fallait vraiment qu'ils entrent dans la vieille ville, ce qui n'était pas le cas. Donc pour nous, ce qui se passait, c'était surtout Alger et Oran. Il y avait le camp européen
français et le camp des Algériens. Il ne fallait pas aller l'un dans l'autre. Et on était chez nous. Et attention, pour aller faire les courses, il fallait choisir le moment pour faire attention, parce qu'il fallait attendre un moment où on pouvait aller acheter en vitesse et rentrer à la maison. Parce qu'on risquait des balles perdues, il y en avait. Donc, non, je vous dis, moi, après, j'ai plus travaillé. Je vous ai expliqué tout à l'heure, je n'ai plus travaillé. Plus on approchait de l'indépendance, parce qu'après, c'était inévitable, on savait très bien qu'après le cessez-le-feu, on allait vers l'indépendance. Nos voisins, avec qui on avait d'excellents rapports, puisqu'on était là depuis des années avec eux, ont dit à mon père, ils lui ont dit, écoutez, il vaudrait mieux que vous ne restiez pas là. Il faut partir. Parce qu'on a entendu dire qu'on allait plastiquer votre maison. Alors, pour votre intérêt et celui de votre famille, il vaudrait mieux que vous partiez. Et on est parti. On est parti, on a quitté Oran, on est allé à l'intérieur du pays. On est resté là-bas 3 mois, d'avril 62 jusqu'à l'indépendance. Mais pendant ces 3 mois, on est obligé de quitter le quartier parce qu'on était les seuls encore, les seuls Algériens. C'était la seule famille. Tout le reste, c'était que des Français. Donc, on ne pouvait pas, on était visibles. Les autorités gaullistes ont décidément beaucoup d'ennuis avec Oran. Dans un message adressé récemment à son patron Jox, le lâche Fouché doit reconnaître que nos commandos harcèlent systématiquement CRS et gendarmes dans la ville. Fouché doit même avouer qu'il n'est pas possible de risquer les forces de l'ordre dans le centre de la ville si elles ne comportent pas au minimum 2 escadrons, c'est-à-dire environ 200 gendarmes. On avait les perquisitions tout le temps, on avait les gardes mobiles qui nous arrêtaient en pleine rue. Quand ils sont venus à la maison pour perquisitionner, ils ont été relativement corrects, je veux dire qu'ils n'ont rien cassé. Et en revanche, mes cousins qui habitaient un petit peu plus loin, ils ont démoli la télévision, ils ont démoli un tas de trucs, comme ça, au plaisir. Là, quand même, chez moi, ils ont jeté tous les tiroirs par terre. Hein. Bon, ça, c'était le minimum. Enfin, ils ont pas cassé, vraiment. Alors, j'avais mis les 2 petits dans leur chambre, dans leur lit. Je leur ai dit, vous bougez pas. Il s'est passé d'ailleurs une drôle de chose. Ils étaient 3 grands types, dont un tout jeune. Et à un moment, il a ouvert une armoire et il a sorti un cartable d'enfant qui était très lourd. Et il m'a regardé pensant qu'il y avait des armes, sûrement. Il l'a posé à côté. Il n'a rien dit. Moi non plus. Et puis, au bout d'un moment, il est revenu, et il a pris le cartable sans l'ouvrir, et il m'a regardé. Je lui ai dit, vous pouvez l'ouvrir, ce sont des boules de pétanque. C'était vrai. En fait, dans l'armoire, il y avait un double fond et les armes étaient dessous. Donc vous cachiez des armes? Ah ben bien sûr, il y en avait partout. Bien entendu, il y en avait dans toutes les maisons. Pour vous personnellement? Ah non, c'était pas pour nous personnellement, c'était parce que les gars qui avaient besoin de cacher, et puis après ils venaient les chercher. Ça nous regardait pas. Il fallait ne pas savoir. C'était très important de ne pas savoir. Parce que si on était arrêté et torturé, il fallait qu'on puisse ne rien dire. Moi, je ne savais pas ce que faisait mon mari, il ne savait pas ce que je faisais. Moi, je dirais qu'on était peut-être dans un contexte particulier tous les deux, parce que on était quand même à 200 km d'Oran déjà. Donc, on n'était pas vraiment dans le grand mouvement, si vous voulez. Hein, Nous étions très peu d'Européens. Nous vivions donc au milieu d'Algériens. Et c'était une survie pour nous que de garder cette position de neutralité. Hein. On était aussi, comme je vous ai dit, dans ce contexte où les familles comptaient beaucoup sur nous. Et les enfants ne manquaient pas du tout l'école. Donc, on vivait, nous, un petit peu dans cette fraternité, cette acceptation, a fait nous accepter
Ils nous acceptaient, nous, et nous, on les acceptait aussi, parce qu'on sentait à quel point ils... on sentait cette confiance qu'ils nous faisaient. Donc, on vivait pas dans le même contexte, dans les mêmes sentiments de haine, peut-être, que pouvaient vivre ceux qui vivaient des attentats, peut-être, bon, même si Jean a parfois trouvé sur sa route quelques corps d'étranglés, hein, enfin d'égorgés, hein, mais c'était surtout des Algériens qui étaient égorgés. Hein. À Alger, les attentats continuent et rivalisent d'horreur. L'OAS détruit la clinique du Beaufraisier, achevant les malades sur leur lit d'hôpital. 10 morts, tous musulmans. Elle s'acharne contre les populations musulmanes pour les pousser à réagir et compromettre les accords. Encadrés par des militants du FLN, les Algériens se terrent dans leur quartier en attendant le référendum. On était responsables et non responsables. Veiller, si vous voulez, sur ces accords. Je dis bien veiller. On essayait par tous les moyens d'éviter l'affrontement. On ne voulait pas d'affrontement. On venait de sortir d'une guerre de 8 années, de souffrance, de mort, de sacrifice. On ne voulait pas encore. Mais eux tenaient à ce que si vous voulez, cette période soit la période la plus catastrophique. Donc, il fallait s'organiser. On s'est organisé. On s'est organisé comme il se doit. On ne pouvait pas se permettre, si vous voulez, d'aller sur les hôpitaux, d'aller sur les cliniques qui étaient à l'époque agréées, publiques. Donc, il fallait s'organiser. Il y avait des interventions, des petites interventions, il y avait les soins, il y avait le social qui fonctionnait, tout l'administratif, il fallait s'occuper de tout ça aussi, parce qu'il y avait des naissances, il y avait des morts, il y avait donc tout ça, il fallait gérer ça. Et je vous assure que c'était pas facile. Depuis la bombe de la rue de Thèbes, les Algériens faisaient tous les soirs des tours de garde sur les terrasses pour surveiller qui rentrait, qui sortait. Là, à ce niveau-là, à cette époque-là, oui, il y avait ce truc-là. On surveillait des terrasses à tour de rôle, toute personne qui rentre, on n'avait pas comme ça dans l'armée, et on surveillait les quartiers nous-mêmes. À la Casbah, les Français qui habitaient étaient partis, il n'y avait plus personne, ça c'était sûr, c'est vraiment le clivage. Et puis d'autres Algériens ont tous découvert un cousin à la Casbah, ce qui fait qu'on était dans une promiscuité extraordinaire. Les gens arrivaient de se réfugier à la Casbah, qui était vraiment une place forte. On n'allait plus bosser. D'ailleurs, ceux qui bossaient, je me rappelle le pauvre Ali Mouloud, un gars du quartier qui était boulanger à Bab el Oued. Et je me souviens, le matin, il partait, et puis les adultes lui ont dit « Attends, allez, tu vas pas partir travailler. » Il travaillait à Bab el Oued, dans une boulangerie Pied Noir. Et je me souviens, ces mots, je sais pas, inconscients, où il disait comment ? Je vais laisser mes enfants sans pain. Il parlait des Français. Non, je vais faire le pain pour mes enfants. Et tous, ils me connaissent, et mes enfants, je les ai vus grandir. C'est vrai, depuis longtemps, il a travaillé là-bas. Bon. On a essayé de l'empêcher, mais sans trop, parce que vraiment, on ne croyait pas que ça allait atteindre ce niveau-là. Et je pense, le soir, on est venu demander à son fils d'aller reconnaître son corps à la morgue. Il a été criblé de balles. Beaucoup parlaient de partir. Moi, je me souviens, je vais vous dire, c'était un grand salon, nous étions 5 à travailler, il y avait une manicure. Et les gens, devant, on se confesse chez son coiffeur. Et vous voyez qu'il y a un peu moins de clientèle, moins de monde dans les rues. Hein. Oh, je pars, mais je reviens, je vais voir de la famille, puis vous ne voyez plus. Alors, vous vous dites, l'armée est de plus en plus dure, les contrôles sont de plus en plus sévères. Le couvre-feu, vous dites c'est terminé, ou alors avoir la foi énorme, croire, mais attendez, quelqu'un qui raisonne un petit peu, il se dit c'est fini, c'est fini. J'étais avec mon copain, celui qui était aux renseignements généraux, il croyait toujours, il croyait.
Je lui disais, c'est fini, même si on se fait harakiri sur les marches de la Grande Poste, De Gaulle, il s'en foutra. Mais non, on va pas. Et on est parti quand même. Voilà. J'en reviens au 26 mars, enfin, parce que ça a été mon drame vécu. Mais après le 26 mars, certes, des gens, les Français vivant en Algérie, ne se sont fait aucune illusion et ont eu l'impression d'un prélude à ce qui se passerait ensuite. Et ils ont mis un temps avant d'organiser leur exode, soit par bateau changé, ou alors les avions. Les gens avaient peur de l'OAS. Je sais que j'ai amené des gens à l'aéroport de Maison-Blanche, terrorisés parce que l'OAS avait dit on va tuer tous ceux qui veulent partir. Mais c'est vrai que l'OAS avait interdit aux gens de partir. Oui. L'argument c'était le suivant, le 19 mars. C'est le cessez-le-feu de Gaulle. Nous, notre guerre commence. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. C'était en gros ce qui était dit dans leurs tracts et dans leurs émissions. Et il faut rester sur place parce que nous sommes en guerre. Après, ils ont autorisé le départ des femmes et des enfants. Les femmes et les enfants d'abord, c'est classique. Hein. Mais ils l'ont autorisé plusieurs semaines plus tard. Des Européens d'Algérie étaient en Algérie, qu'ils avaient toute leur place dans la cité algérienne, une place à part entière. L'Algérie a un développement tel sur les différents plans économiques, culturels, techniques, qu'elle a besoin de tous ceux qui ont contribué à ce développement, car leur élimination brutale, eh bien, qu'aurait-elle pour le résultat? C'est de stopper cette évolution de l'Algérie. C'est de la stopper pour des années entières. Et ce n'est certainement pas dans l'intérêt de chacun de nous. Pour moi, c'était vraiment le bout de l'entonnoir. On était complètement dans une seringue qui n'avait pas d'issue. C'était ça. Là, il y a vraiment... c'était... Compte tenu, bon, les accords d'Évian, on les a lus et on a vu ce qui promettait en théorie. Mais la situation sur le terrain était tout le contraire de ce qu'il y avait dans les accords d'Évian. On ne voit pas comment, par un coup de baguette magique, après les accords d'Évian, les gens allaient pouvoir vivre ensemble et en toute fraternité. C'était quelque chose d'inimaginable. Mais ça, c'est pas qu'après les accords d'Évian qu'on l'a pensé. C'est depuis le début, on a vu les occasions manquer. Je pensais que une grande partie une partie des Pieds Noirs, celle qui voulait, de gens, pouvaient vivre en harmonie en Algérie indépendante. Voilà, moi c'est ce que je pensais. Je reconnais bien sûr que je me suis trompé, mais à l'époque, j'y croyais. J'ai pas de souvenir de discussion de fond avec mon père là-dessus. Je sais pas trop, lui, comment il voyait les choses, si ce n'est que pour lui, comme je le disais, c'était sa terre et il y resterait, quoi. Voilà. C'est là où il avait planté ses racines et il n'était pas question d'en partir. Après, au niveau de la gouvernance, quoi, du pays, c'est sûr qu'il y avait certainement des inquiétudes, peut-être même savoir est-ce qu'on pourrait garder nos biens, ou je ne sais pas, les questions que devaient se poser mes parents. Je n'ai pas de souvenir précis là-dessus, je pense qu'il y avait ces inquiétudes-là. C'est pour ça que c'était un mélange à la fois, on a toujours vécu avec eux, pourquoi on ne continuerait pas à vivre, parce qu'on ne s'entend pas si mal, on ne se déteste pas, quoi, hein, c'était ça. Et puis en même temps, la France s'en va, et comment vont se comporter les gens qui prennent le pouvoir, quoi. Je crois qu'il y avait un peu
ce double regard, quoi, un peu rassuré et puis en même temps inquiet, à mon avis. Les Algérois sont réveillés par l'explosion d'une voiture piégée sur le port. 65 morts, 200 blessés, quasiment tous musulmans. La politique de la terre brûlée menée par l'OAS atteint son paroxysme. البومبا هذه داروها الويس داروها في وقت اللامبوش على 26 تاع الصباح. انا كنت جاي قربت الساندويش قبل ما نقرب خدمت كروسات طارت بينا واحد 3 مطار في السماء ولا ما عندنا حاجه ولات ولينا لحقنا في المعركه. لقينا العباد في الارض واحد طاحت عينه واحد طارت عينه واحد ذراعه واحد رجله واحد تقسم واحد من كل واحد كيفاه. بقينا ثم ناثدو في الموتى والمجاريح من 26 تاع الصباح حتى ل 12 وحنا ثم. الكروسه اللي تجي اللي تفوت ندي سارتي والعباد اللي فيها ونركبوا الموتى ولا المجاريح والله كاميو ولا الكار ولا اللي جا. هانا هكذاك هانا هكذاك. كانت واحد الباطمه مقابلتنا هذيك تاع لاكلاس وين فريكون تاع لاكلاس. قولي ضربوا فينا بالرصاص من ثم وحنا ثم وصرتينا كما حنا كملنا الموتى نتاعنا والمجاريح نتاعنا قعدنا ل 12 تاع النهار. كاين العباد اللي ثم مساكن من الموزيليا يجي يطيب لاتاي باش يبيع ما تم من البومبه هذيك ما تم. هذه هي الحكايه. الحكايه نتاع الدمى هذه هي. من بعد حنا عندنا المراكز نتاع نتاع جبهه التحرير الوطني ومن بعد قمنا بالعمليه. من ثم كي خلصنا روحنا بالخوف. كل واحد خطط كيفاه منين ياخذ منين يمشي منين يسلك. هذه هي الحكايه. Il y a eu un terrible, déjà, la déflagration, parce qu'il n'y a pas très loin du port. Et puis tout de suite, les gens sont revenus pour dire voilà ce qui s'est passé. Et dans ce sens-là, vraiment, le service d'ordre du FLN a joué un rôle assez important, puisque c'était vraiment la foule était déchaînée. Et voulaient se déverser sur les quartiers européens et massacrer tout le monde. Il y avait eu une haine, mais pas possible. Ils ont eu du mal à retenir les gens et à dire non, vous ne bougez pas. Nous, on s'occupe, on va vous venger, on va faire le nécessaire. Parce qu'on ne comprenait pas cette... C'est fini, la guerre est finie, c'est l'indépendance, et on continue à des meurtres, à des tueries gratuites comme ça. C'est autant, même s'il y avait plus de morts pendant la guerre, on comprenait, mais on avait difficilement maintenant. Pourquoi maintenant? Deux jours après l'attentat du port, l'OAS lance un camion d'essence sur un quartier musulman. Ne pouvant plus contenir l'exaspération des Algériens, les commandos du FLN réagissent. La folie est collective. L'exécution sommaire de 6 Européens abattus sur un trottoir, les mains attachées derrière le dos, n'est pas moins horrible que le drame du centre social d'El Biar. L'égorgement de 2 enfants israélites et les mitraillages anonymes de la foule européenne ne diffèrent pas de l'assassinat des femmes de ménage ou du dernier musulman de Bab el-Oued. Et maintenant, André Brière, que dit-on à Alger ce matin? Bien sûr, c'est le cri de la peur, de l'angoisse. Mais pour d'autres, c'est presque le cri de la victoire. Pour ces derniers, en effet, l'OAS a gagné. Les musulmans ont répondu aux provocations. N'était-ce pas le but cherché? En tout cas, la triste succession des crimes ruine la coopération fraternelle. Ce que cherchait l'OAS, ce que ne voulait pas la France et ce que ne désirait pas le GPRA est en passe de réussir. Les tueurs musulmans vont-ils entrer dans le jeu des tueurs européens pour ruiner la bonne volonté de Paris et de Tunis? Nous avons répondu à ces gens-là quand ils ont dépassé les limites. Nous avons répondu à ces gens-là par la force. Et on était capable de leur donner des leçons. Ce n'est pas une année pour nous vanter. Avec les petits moyens, on leur a démontré que nous étions capables. À un certain moment, la population allait nous dire, bon, si vous ne voulez pas, vous avez parlé de population tout à l'heure, si vous ne faites rien, laissez-nous, nous, à main nue, on peut. À main nue, on peut faire. Donc il fallait quand même stopper ces gens-là. Les commandos de l'OAS,
Il n'y avait pas de sentiment. Il n'y avait pas de détails. Et nous aussi, on a fait ce qu'il fallait faire. Quand il fallait éliminer, il fallait qu'il soit éliminé. Par n'importe quel moyen. À la guerre comme à la guerre. Moi, quand il te prenait un bonhomme, il le coupait en morceaux. Quand il prenait un bonhomme, une femme et un homme, ou un gosse, il lui donnait une balle dans la tête. Alors, pourquoi il avait des sentiments? Est-ce qu'il avait un regret? Il dit non, peut-être qu'il n'a rien fait, peut-être que c'est un être humain. Non, il fallait la chasse à l'arabe. Il n'y a pas de raison que moi, je réfléchisse et je calcule, je dis, pourquoi pas, comme il me fait, moi, je lui fais avant. Lui, avant moi. Les types qui m'aiment. C'est tout. Comment vous vous y prenez pour avoir des informations en sachant que c'est pertinemment des gens de l'OAS et que c'est pas des innocents? Comment on peut le savoir à ce moment-là? Il n'y avait pas d'innocents à l'époque. Tout le monde était mouillé. Tous les pieds noirs étaient mouillés. La preuve en est pourquoi ils sont tous partis. On ne savait plus où on était. Je ne pense pas qu'on ne savait plus. Plus personne ne maîtrisait. Personne. C'était... On tuait un arabe parce qu'il était arabe et on tuait un européen parce qu'il était européen. C'était ça. Et c'est pour ça que je savais que c'était pas possible. Je vous disais tout à l'heure, il y avait des affichettes. Et ces affichettes, on ne pouvait pas le croire à partir du moment où on vous montre une Fatma qui tient un petit Européen ou une Européenne qui tient un petit Arabe par la main pour vous faire croire qu'on va vivre. Et puis que par terre, il y a les corps des femmes musulmanes qui ont été tuées parce qu'elles sont arabes ou des corps d'Européens parce qu'ils étaient Européens. C'est pas possible de vivre dans un pays. Comment vous voulez-vous? Après, ça c'est su, ça aussi, il y a eu... Mais je ne sais pas si d'autres pieds noirs ont pu le raconter. J'ai beaucoup de mémoire pour ça. À partir du moment où on enlevait les gens, parce qu'ils étaient européens, les gens ne savent pas. Il y a eu des gens qui ont été retrouvés exsangues, hein, dans des quartiers aux alentours de Babylone. Ceux qu'on a retrouvés. Oui, ceux qu'on a retrouvés. Notamment le petit Ruiz. Jean, il a été enlevé. Oui. Il y avait aussi des fausses nouvelles. Des choses peut-être qui n'étaient pas vraies. Oui, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Peu importe. Il y avait plus de sens en Algérie. Voilà. C'est sûr, ça existait. Ça existait. Moi-même, j'étais témoin là, de jeunes qui, justement, quand j'étais à l'éveillé, de jeunes qui discutaient entre eux. J'étais chez le coiffeur, et puis c'est la même chose. Des jeunes, aussi jeunes que cet Européen là que j'avais vu au champ de manœuvre, qui racontaient ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ramassaient des Européens. Est-ce qu'ils les connaissaient comme ayant été des racistes ou des gens qui avaient fait... Ça peut se discuter parce qu'en fait, ceux qui avaient quelque chose sur la conscience, ils étaient partis. Mais ils racontaient, c'était difficile à rapporter, hein, c'était insoutenable. Les point de vue torture, il y avait une insuffisance d'organisation, à mon avis, que beaucoup de choses pouvaient se passer sans que ce soit officiel, quoi. Je pense que les dirigeants de la zone autonome d'Alger étaient, comment dire, assez conscients et qu'ils tenaient à ce qu'il y ait un climat politiquement conforme aux accords d'Évian. Mais ils avaient eux-mêmes leurs propres problèmes, ils étaient débordés, il y avait des luttes intestines. Il y a eu des gens de la zone autonome qui ont été assassinés, des dirigeants de la zone autonome. C'était une période de trouble. C'est vrai que la question s'est plus posée du tout de rester après la mort de mon père. Ça, c'est clair. Il n'avait pas travaillé le matin, donc il est allé travailler un peu plus tard dans la soirée. Et puis il n'est pas rentré. Donc on a commencé à s'inquiéter, bien sûr. On est allé voir les gendarmes et qui nous ont dit que de toute façon, à la tombée de la nuit, ils ne sortaient plus de leur caserne, quoi. Il y avait des consignes très strictes.
Et donc on a découvert le corps le lendemain matin. Il avait été tué dans le champ d'à côté, quoi. Voilà. Donc c'est là qu'en effet, la question ne se posait plus de rester ou de partir, quoi. À partir du moment où il y avait eu cette violence, et ça a été vécu de la même façon par tous les gens du village, quoi. Ça a vraiment été une rupture totale, quoi. Basculement, en se disant plus personne n'est en sécurité. Moi, personnellement, au village, jusqu'en dernier, j'ai jamais eu de problème avec les Arabes que je connaissais, que nous connaissions, avec qui nous travaillons, à tel point je vais plus loin. Quand on travaillait dans les champs, en général, on les envoyait. Mais quand on savait qu'ils allaient dans des zones sensibles, on était avec eux, on les gardait. Parce qu'à l'époque, les commandos OS qui venaient, c'était devenu n'importe quoi, hein, vous reconnaître. Mais on les gardait. Et eux me gardaient aussi. À leur façon, bien entendu. Ils n'étaient pas là devant la maison avec un fusil à faire la sentinelle, non. Mais s'il y avait un problème quel que soit, ils venaient en catémini, ils disaient attention, Georges ou Marcel ou Maurice, n'importe lequel, ne va pas là, ou fais pas ci, ou ne m'ouvre pas. Mais avec des gens qu'on connaissait, avec qui on travaillait, qu'on connaissait mutuellement. Ce qui est assez étonnant, ce qui prouve que peut-être les Algériens, je ne sais pas ce que ça signifie, mais en tous les cas, moi, mon père, donc, comme j'expliquais, cultivait des légumes. Essentiellement, il y avait une récolte de tomates, justement, qui arrivait à maturité vers le mois de mai. Et il y a donc des Algériens que mon père connaissait qui sont venus frapper à notre porte en nous disant qu'ils voulaient acheter la récolte de tomates qui était sur le point d'être cueillie, là, qui allait commencer à mûrir. Et donc j'ai un souvenir très précis, assise sur les marches à l'entrée de la maison, de compter les billets de banque, parce qu'ils s'étaient cotisés à plusieurs. C'était des familles algériennes relativement modestes, s'étaient cotisés à plusieurs pour acheter la récolte. Et qu'ils étaient venus nous la payer avec des petites coupures, quoi. Et avec ma mère, on recomptait les billets. Et on a vendu la récolte, alors qu'ils auraient attendu 15 jours, 3 semaines. Et la récolte, ils l'avaient pour rien. Donc c'est à la fois cette grande honnêteté, quoi. Et puis, peut-être que pour eux, ça signifiait qu'on allait rester, quoi. Je veux dire que la vie continuait, justement. Je sais pas quel sens donner à ça, mais c'est quelque chose qui... après coup, qui m'a touchée, quoi. Mais ça paraissait plus possible. Pour les Européens d'Algérie, c'est l'exode. Malgré l'arrestation de plusieurs de ses chefs au cours des dernières semaines, l'OAS continue à détruire les édifices publics pour ne rien laisser à la future nation algérienne. Jeudi 7 juin, les facultés brûlent. Il semble que ce soit la bibliothèque. Il ne reste rien des 500 000 volumes de la bibliothèque des facultés et le bâtiment central de l'université est détruit à peu près complètement. Dans 23 jours, pour la France, le problème algérien sera résolu au fond. L'Algérie disposera d'elle-même. L'Algérie et la France pourront coopérer organiquement et régulièrement. À Alger, les attentats diminuent. L'OAS a définitivement perdu sa bataille. Contre toute attente, elle essaie de négocier avec le FLN un avenir politique dans l'Algérie indépendante. Sans succès. La campagne pour le référendum d'autodétermination a commencé. L'Algérie française vit ses derniers jours. C'est
s'est passé chez moi indifféremment. Je me suis un peu désintéressé. Je savais que je devais partir. J'ai dit, à quoi ça sert tout ça? Faire ami maintenant, pourquoi elle n'a pas fait ami avant? Pour rester? Pour rester. On a tout fait pour rester. C'est fini. Elle est cuite. Vous savez, les Pieds Noirs ont beaucoup de rancœur sur leur départ. Beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de rancœur. Mon épouse, ma belle-sœur. Pourquoi j'ai de la rancœur? Parce que c'est quand même... On était ouvriers, hein, que ça soit bien clair, on n'était pas colons. Hein. C'est un mot que je connaissais pas, moi. Hein. J'avais jamais été dans le bled. J'avais jamais vu de fermiers, comme on veut bien les décrire dans les films, avec le cheval en train de faire suer le burnos, comme on dit. Moi, j'ai pas connu ça. Eh bien, fils d'ouvrier, être obligé de partir. Vous savez, pour l'anecdote, qu'il manquait tellement de valises que les gens faisaient des valises avec leurs meubles. Les valises coûtaient une fortune. Et quand il a fallu prendre l'avion à Maison-Blanche, il y avait tellement de gens, les gens partaient, laissaient leur voiture, et avant Maison-Blanche, il y avait un énorme tas de voitures. Et les gens jetaient leurs voitures dans ce tas, et ce tas brûlait jour et nuit. Ma femme et ma belle-sœur sont montées dans l'avion, il y avait des gens assis dans la travée, aux normes de sécurité, au mépris de la sécurité. Il n'y avait qu'une seule chose qui comptait, c'était partir. Hein, partir. Quand j'ai pris le bateau, je vais vous dire, c'était à la fin juin, les derniers jours de juin. J'étais avec mon père, je vais vous dire, c'est le moment le plus triste de ma vie. On est allé, j'habitais près du cimetière de Saint-Eugène, on est allé au cimetière, bon, mes grands-parents, qui étaient venus aussi d'Italie, les fleurir, et mon père. 3 fois, il m'a dit, peut-être on a fermé l'eau. Tu as fermé le gaz, il voulait aller à la maison. À un moment, j'ai dit, non, papa, pourquoi on va au bateau? On est monté au bateau. Le bateau est parti, j'ai vu mon père vieillir de 10 ans. Alors ça vous marque. Vous avez compris. Et mon père, ici, il est mort de chagrin. D'avoir son atelier, avoir réussi, avoir un atelier, travailler, être respecté, parce que mon père était respecté sur le port d'Alger. Tchitchil, c'était quelqu'un, c'était un monsieur, avec son accent napolitain. Tout le monde l'aimait, même les Arabes, les Algériens, disaient, mais pourquoi tu t'en vas, toi? Il n'allait pas rester seul sans ses enfants, et il est parti. Et on a laissé les meubles, on a laissé tout. C'est moi qui ai cassé toute la vaisselle. Ah oui, j'avais 2 œufs dans le frigidaire, je les ai jetés au plafond, j'ai dit au moins... parce que j'avais cette rage, pourquoi partir? Mais pourquoi? C'est un pays où je suis né. J'ai des cousins qui ont mon âge. Au lieu de partir avec le frère en Algérie, ont été en Amérique, ce sont des Américains. Pourquoi moi je ne suis pas algérien aussi, français d'Algérie? Pourquoi? Cette cassure, pourquoi m'avoir menti? Et ça, j'en veux au général de Gaulle. Bon. Pour une période bien définie. Hein. شوف كما كان يقول لك هما كل يوم يزيدوا نشتم يبكيو كاع يبكيو تعرف كيعودوا يبكيو ماشي كما البكي نتاعنا يندبوا هاو يخرجوا للجزائر مشاو الحاصون يبكيو كذا يعني خلاو كنز موراهم خو ورايحين ما نعرف وين اسمها كلانكوني القور
يعني ثم كي تشوفهم بولادهم وشيوخ عجايز كاين ما يحبوش يروحوا. لو كان ماشي لواس كاين بزاف اللي يريحوا، خاطرش كاين اخرين ما يساوش يعني الباطل. هذه أنا لازم نهضروها. مي كاين اللي يساو الباطل هما اللي هو لواس هذا هما اللي يعني هدم كامل يعني الاقتصاد وزنه وهاد حاجه راهم كلش. الناس كما قال لك كلنا نروحوا ما تعرف تولوا ما توليش ما تعرف انت وزهرك شحال من واحد خلاه. كل حنا نقولوا يا ربي يرحم الشهداء. C'est vrai qu'on aurait peut-être préféré que certains de nos amis restent, mais je pense que leur choix, aussi bien français que juif après, était déjà fait. Je ne pense pas qu'ils auraient pu vivre avec des Algériens dans un pays libre. Ça, c'était certain. Je ne peux pas généraliser tous les pieds noirs. Je ne peux pas les généraliser. Moi, j'ai eu beaucoup de copains. Moi, je passais les nuits chez des copains pieds noirs. Et c'est comme dans tout le pays du monde, quand il y a le colon, les industriels, les riches, comme les Blachet, comme les Borzo, comme combien je vais te citer, il y en a des gens qui étaient qui détenaient les terres et les industries. Ils ont tout fait pour avoir tous les Européens avec eux. Je peux pas, c'était pas européen. C'est les pieds noirs, il est d'origine de Malte, d'Italie, d'Espagne. Je n'en veux pas, ces gens-là, je n'en veux pas. Mais c'est la politique de ces Richards qui a monté les uns contre les autres.